Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 138e épisode de Finances fondamentales. Vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour un épisode plus libre dans lequel je veux parler du REER versus le CELI, le combat ultime. Donc tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est inspiré d'un épisode de podcast qui s'appelle The Rational Reminder, donc ça c'est le nom du podcast, et l'épisode c'est l'épisode 319 qui a été publié en 2024. Le nom de l'épisode c'est The Ultimate RRSP versus TFSA Showdown, donc le combat ultime, le REER contre CELI. Je m'inspire beaucoup de cet épisode-là pour la structure, les statistiques, donc c'est des gars qui vont beaucoup plus loin là, dans leur analyse puis ont accès à des outils que j'ai pas accès, donc je trouvais ça vraiment intéressant. Par contre, ils l'ont fait au niveau canadien, donc on va comparer un peu le fonds de pension canadien à la RRQ, mais ça se peut que les résultats finaux soient un petit peu différents au Québec par rapport à ce qu'eux ont fait. Je vais me positionner aussi, bien sûr, à travers tout ça, mais j'ai regardé mes notes là, de l'épisode, puis ça va un petit peu à gauche, à droite, donc je vais essayer de réorganiser tout ça en vous faisant l'épisode. Mais en gros, pourquoi j'ai gardé cet épisode-là pour vous en parler aujourd'hui, c'est parce que quand j'accompagne des gens, souvent le CELI semble plus avantageux dans la plupart de mes calculs, alors que eux, dans l'épisode, si je me rappelle bien, disaient que dès 70 000 le REER est plus intéressant dans plusieurs situations. Donc, ça mettait un petit peu en question mes perspectives, mon opinion par rapport au REER versus CELI. Donc, je trouvais ça intéressant d'en discuter avec vous aujourd'hui. Donc, premier élément que j'ai retenu du podcast, c'est leur introduction puis la mise en contexte. Donc, ils disent en gros que le débat entre REER et CELI, c'est l'un des plus récurrents pour les Canadiens qui cherchent à optimiser leur épargne. Ils disent qu'il y a plusieurs personnes qui ont des préjugés sur la supériorité de l'un ou l'autre des comptes, souvent sans considérer pleinement les implications fiscales que ça peut avoir. Donc, l'animateur là, du podcast a exploré cette question-là à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Conquest Planning. Donc, c'est un outil avancé de planification financière. Donc, je trouvais ça intéressant, comme j'ai dit tantôt, de vous présenter ça aujourd'hui. Deuxième élément, il parle beaucoup d'une perception erronée du REER. Donc, il dit qu'il y a beaucoup de personnes qui voient le REER comme une arnaque parce qu'on va payer de l'impôt lorsqu'on va faire nos retraits. Cette perception-là est biaisée parce qu'elle omet beaucoup les avantages fiscaux du REER si on cotise de la bonne façon et qu'on a une stratégie de décaissement optimale aussi. Il dit que cette vision erronée-là, un petit peu du REER, ça rappelle les critiques du régime de pension du Canada, donc le CPP en anglais. Ils disent que les gens vont souvent contester, c'est un petit peu comme le régime des rentes du Québec, là, le RRQ, donc les gens vont souvent cotiser leur cotisation, mais sont bien contents de recevoir l'argent quand ils sont à la retraite. Donc, tout au long du podcast, là, je vais vous nommer 3 choses. Le CPP, donc le régime de pension du Canada, c'est l'équivalent du RRQ au Québec. Donc, les calculs ont été faits en considérant le régime de pension du Canada, mais c'est l'équivalent du RRQ au Québec. Je vais parler aussi de pension de vieillesse du Canada, donc la PSV, qu'on a accès également lorsqu'on prend notre retraite ici au Québec, et du supplément de revenu garanti, qui est offert à la retraite aux gens qui n'ont pas nécessairement des revenus élevés. Donc, j'ai pas les chiffres précis en ce moment, mais c'est les 3 régimes fiscaux là, de retraite qui vont être discutés à travers l'épisode. Je voulais faire le lien un petit peu entre le CPP et le RRQ ici au Québec, qui sont des équivalents. Troisième élément que les auteurs discutent, c'est l'approche et la modélisation. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont présenté un petit peu leur stratégie d'analyse qui s'appuyait sur Conquest Planning. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça intègre des variables essentielles dans les calculs, ce que moi, j'ai plus de difficultés à faire avec mes calculs personnels. Donc, ça inclut l'inflation, les crédits d'impôt, le fractionnement de revenus à la retraite, puis les différentes tranches d'imposition. Donc, contrairement à de simples calculs Excel comme moi je fais, l'outil qu'eux ont utilisé permettait une modélisation beaucoup plus précise. Donc, ils ont testé différents scénarios. C'est le 4e élément que je retiens, là. Premièrement, ils ont regardé le seuil de revenu où le REER devenait le plus avantageux. Donc, la règle courante que les auteurs disent, les animateurs, c'est qu'au-delà de 60-70 000 de revenus annuels, le REER deviendrait plus intéressant que le CELI. Il y en a d'autres qui disent que c'est à peu près autour de 100-120 000 que ça devient plus intéressant, mais ils disent que ces gens-là n'ont pas nécessairement de justification solide.
Donc, l'animateur a testé ces différents scénarios-là. Il a testé 3 niveaux de revenus, 60 000, 100 000, 150 000. Ces montants-là ont été testés avec et sans fractionnement de revenus entre les conjoints. Donc, les impacts d'un REER de conjoint ont aussi été évalués dans les différents scénarios. Donc, les résultats de ces différents scénarios-là, c'est contre toute attente, selon les auteurs, le REER a été plus avantageux que le CELI, même à un revenu de 60 000 $, ce qui remet en question beaucoup d'idées préconçues qu'on a. Pourquoi ces résultats-là? L'analyse met en évidence un phénomène clé. Ce que les animateurs disent, c'est qu'entre 65 et 70 ans, les retraites du REER peuvent être exemptées d'impôts grâce au montant personnel de base admissible, donc 42 000 par personne, donc 84 000 pour un couple. Ce mécanisme-là va permettre une optimisation fiscale importante parce que ces retraits vont se faire à 0% d'impôt par rapport à un taux marginal qui était élevé lorsque vous avez contribué à votre REER. Donc ça explique une différence d'environ 1 million en valeur future en faveur du REER dans le scénario initial à 60 000 $ de revenus. Même dans le cas d'un revenu de 48 000 $, les auteurs disaient que le REER continuait d'être plus avantageux, bien que l'écart était moins marqué avec le CELI. Comment expliquer ces résultats-là? C'est le 5e élément que les animateurs abordaient. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir dans le scénario, c'est que le REER dès 60 000 $ était quand même plus avantageux que le CELI. Mais pourquoi il arrive à ces résultats-là? Premier élément qu'il soulève, c'est qu'il y a une erreur courante dans la comparaison entre le REER et le CELI. Donc, comparer un même montant investi dans un REER et un CELI, c'est incorrect selon eux. Le REER fonctionne sur un montant avant impôt, alors que le CELI utilise un montant après impôt. Donc, par exemple, une personne qui a un taux d'imposition de 50% doit gagner 20 000 $ pour investir 10 000 dans un CELI. Avec un REER, les 20 000 $ investis sont déductibles, puis l'impôt est payé plus tard, donc potentiellement à un taux inférieur lors du décaissement. Bien sûr, quand je fais mes calculs, je ne faisais pas cette erreur courante-là, donc je considérais que le retour d'impôt du REER était réinvesti totalement dans l'investissement. Il parle également des avantages du REER, donc les rendements du REER sont à l'abri de l'impôt tant que l'argent reste dans le compte. Les retraits à la retraite vont souvent être imposés à un taux plus bas que celui des contributions. Il y a une possibilité avec le REER de fractionner les revenus entre conjoints. Il y a une exonération du montant personnel de base qui est de 42 000. Je n'ai pas vérifié ce chiffre-là, je vais le vérifier à l'instant. Donc, je suis allé vérifier, je ne sais pas où ils sortent leur chiffre de 42 000 par personne. Moi, j'arrive à 18 500. Donc, je suis un petit peu confus sur où ils vont chercher leur chiffre. J'aurais dû écrire aux animateurs avant de faire l'épisode, mais ça vient juste de me frapper. Donc, eux disent que c'est 42 000, alors que moi, j'arrive à 18 500 sur les sites du gouvernement du Québec. Donc, est-ce qu'il y a un montant au fédéral, au provincial? Je ne sais pas, mais si les règles sont différentes au Québec et dans le reste du Canada, assurément, là, je comprends que ça peut influencer peut-être un petit peu leur calcul également. Mais en gros, il faut considérer cette exonération-là du montant personnel de base lorsqu'on décaisse le REER parce qu'il y a une partie de ton REER où tu ne seras pas imposé. Donc, en gros, comparer REER-CELI, c'est pas juste comparer le rendement total, il faut considérer le fractionnement des revenus, l'optimisation du décaissement, puis les crédits fiscaux qui peuvent être associés aux contributions dans le REER. Il donne des petits trucs aussi là, avec l'interaction entre le RRQ, le régime de pension canadien, là, qu'on n'a pas ici, qui est le RRQ, nous, le supplément de revenu garanti, puis le CELI. Il dit qu'en gros, il faut retarder là, le RRQ le plus loin possible pour augmenter vos chances d'éligibilité au supplément de revenu garanti. Mais si vous faites bien vos choses, vous n'aurez pas accès au supplément de revenu garanti de toute façon. Salut, ici Xavier Courchaine, fondateur de l'entreprise Zéro Frais de Gestion. Mon but dans la vie, moi, c'est d'aider les gens à devenir des investisseurs autonomes en bourse. Je viens tout juste de lancer ma nouvelle formation « Deviens investisseur autonome en 14 jours ». Cette formation-là regroupe toutes mes connaissances des 6 dernières années d'études en finance, d'investissement autonome et d'avoir lu tous les livres possibles sur les finances personnelles. Dans cette formation-là, je te prends littéralement par la main pour que tu deviennes un investisseur autonome à succès. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as seulement à m'écrire un message sur l'une de mes plateformes dans les notes de l'épisode. Il y a certaines stratégies qui vont permettre de se qualifier temporairement au supplément de revenu garanti, ce qui soulève certaines questions éthiques, bien sûr, mais c'est exemple, si vous contribuez juste dans votre CELI, vous allez avoir c'est comme si vous n'aviez aucun revenu. Exemple, vous retirez 18 500 de votre REER, le reste vient tout du CELI. Si vous n'avez pas de RRQ, tout ça, là, vous allez avoir accès au supplément de revenu garanti parce que vous êtes considéré pauvre. Donc, bien sûr, si vous avez des millions en banque dans votre CELI, ça soulève des enjeux éthiques qu'on vous soutienne là, au niveau fédéral.
Mais bon, ça c'est propre à chacun. Et c'est possible qu'un jour que les soldes de CELI soient pris en compte pour évaluer l'éligibilité du supplément de revenu garanti. Donc, ce que les animateurs disaient, c'est que ça se peut qu'un jour, le gouvernement se dise, ben, OK, on va regarder ton revenu, mais on va regarder ton actif aussi dans tes CELI. Donc, OK, tu te décaisses 100 000 de CELI par année. OK, tu as 1,5 million de CELI. Ben, OK, même si tu es considéré pauvre au niveau de ton revenu, on va arrêter de donner de l'argent parce qu'on sait que tu es capable de te sortir du CELI en masse. Donc, à voir. Moi, j'ai pas entendu parler de ça, mais les animateurs disent que ça pourrait être quelque chose qui s'en vient. Donc, si la stratégie traditionnelle, vous n'avez pas accès au supplément de revenu garanti, les auteurs, les animateurs disent que le REER, c'est une meilleure valeur à long terme en termes d'investissement. Si vous utilisez une stratégie que vous avez accès au supplément de revenu garanti à cause de votre CELI, bien, le CELI devient plus avantageux à court et moyen terme. Par contre, il y a des facteurs à considérer. L'éligibilité future au supplément de revenu garanti n'est pas assurée. Donc, ça se peut que les règles fiscales changent. Et ça se peut aussi, si vous avez un fonds de pension, ben vous serez plus capable de déclarer des revenus qui vont vous donner accès de toute façon au supplément de revenu garanti. Ça dépend du nombre d'enfants aussi, parce que cotiser au REER va vous donner un impact positif là, sur vos allocations canadiennes et l'espérance de vie. Donc, plus vous vivez vieux, plus vous pouvez répartir le décaissement de, de vos REER sur une plus grande période. Donc, la durée, en effet, est importante parce que les auteurs, les amateurs disaient que si vous décédez à 80 ans ou avant, le CELI était plus intéressant que le REER. Si vous décédez à 105 ans, ben le REER devient plus avantageux parce que l'impôt est étalé sur une plus longue période. Donc, en fait, il disait que le REER agit comme une sorte de protection là, contre la longévité. Ils n'ont pas dit entre les deux, là, entre 80 et 105, il y a une petite différence, mais ils n'ont pas fait le 85, 90, 95, 100. Donc, je vous présente deux autres scénarios qui ont été utilisés tantôt. C'était des grandes lignes, là, 60, 100 000, 150 000. On comparait REER-CELI, puis on se rendait compte que le REER dès 60 000 pouvait être plus intéressant. Ici, on comparait deux scénarios. Le premier, c'est un couple de 25 ans qui travaillait jusqu'à 65 ans, qui gagnait 60 000 $ par année chaque, et qui contribuait 7 000 $ par année dans un REER, et dans l'autre scénario, il contribuait dans un CELI. L'autre situation, l'autre scénario qu'on regardait, c'est la même situation, mais au lieu de gagner 60 000, il gagnait 48 000 $ par année avec une contribution de 3 000. Donc, les hypothèses, on l'a vu tantôt, retraite à 65 ans, meurt à 95 ans, donc de 25 à 65 ils cotisent, de 65 à 95 sont à la retraite, meurt à 95, inflation 2,5%, rendement estimé à 5,9%, et on estime que le RRQ puis la PSV, Pension de sécurité de vieillesse du Canada, vont être reportés jusqu'à 70 ans. Donc, ce qu'on se rend compte, ils ont fait des simulations Monte-Carlo, là, ça c'est des milliers de possibilités, là, et ils voulaient voir c'est quoi le taux de réussite. Donc, c'est quoi les chances qu'il leur reste de l'argent à 95 ans. Là. Avec le REER, il y avait 59,4% de chances qu'il leur reste de l'argent à 95 ans. Avec le CELI, si on mettait en place la stratégie d'aller chercher des suppléments de revenus garantis, on avait 60,7, donc à peu près 1,3% de plus de chances qu'il te reste de l'argent dans les poches à 95 ans. Et si on avait le CELI, mais sans le supplément de revenu garanti, on tombe à 54,6 par rapport à 59,4 pour le REER. Donc, on se rend compte que même avec un salaire de 48 000 ou 60 000, on se rend compte en effet que le REER est sensiblement équivalent au CELI avec le supplément de revenu garanti, mais que si on n'a pas accès au supplément de revenu garanti, le REER devient plus intéressant, même avec un salaire plus bas. Ce qui va à l'encontre, qui est contradictoire avec ce que moi j'observe dans mes accompagnements. Donc, la conclusion de tout ça, les amateurs disent à la fin qu'une stratégie hybride, REER plus CELI, est souvent optimale parce que ça va vous ajouter de la flexibilité lors de votre décaissement à la retraite et vous allez avoir un plus grand terrain de jeu là, pour faire votre décaissement de la façon la plus optimale possible. Bien sûr, chaque situation est unique et doit être analysée là, de façon individuelle. Et le plus important dans tout ça, c'est d'investir, peu importe le compte que vous choisissez. Donc, en résumé, la décision entre CELI et REER ne repose pas uniquement sur le taux d'imposition actuel, mais sur une planification stratégique à long terme qui va tenir compte des prestations gouvernementales et de vos besoins futurs. C'est là que je me positionne. Donc, depuis le début, j'ai beaucoup résumé un peu les résultats de l'analyse. Puis, je vous invite à écouter l'épisode 319 de Rational Reminder
vraiment intéressant. Là, je veux dire, ils parlent pendant 1h20. Là, donc, ils vont beaucoup plus dans le détail qu'aujourd'hui, mais moi, c'est ce que j'ai retenu. Qu'à partir de même 60 000, 70 000, le REER peut être plus intéressant que le CELI. Par contre, c'est là que je me positionne. Je pense qu'il y a un danger dans tout ça, parce que le danger avec le REER, c'est que tout doit être réinvesti. Dans leurs calculs et dans les calculs que moi je fais aussi, je considère que tu reçois un retour d'impôt de 12 000 associé à ta cotisation, tu réinvestis 12 000 pas 10 200, 12 000. Et ça, il y a un danger, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde qui va réinvestir 100% du retour d'impôt. Un autre danger aussi dans les résultats d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas considéré que les gens avaient un fonds de pension. Je vais vous avouer, la majorité des calculs que j'ai faits à date dans les gens que j'ai accompagnés, il y avait un fonds de pension, puis inquiétez-vous pas, à la fin des rencontres, je dis toujours, consultez un professionnel si vous voulez un calcul plus précis. Moi, j'ai pas comme Quest Planning là, pour faire mes calculs. Mais le problème quand tu as un fonds de pension, c'est pas possible de bien étaler tes revenus à la retraite. C'est un beau problème, là, mais c'est quand même un problème. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu seras pas capable, à la retraite, de décaisser de façon plus optimale, à un taux d'imposition plus optimal presque que ce que tu avais lorsque tu travaillais, peu importe le montant personnel de base, parce que juste avec, quand les trucs gouvernementaux vont embarquer, là, RRQ, PSV, plus ton fonds de pension, juste avec ça, tu fais quasiment, en fait, tu fais plus d'argent que ce que tu faisais quand tu travaillais. Donc, ton taux d'imposition est déjà équivalent ou plus élevé. Donc, chaque scène que tu sors du REER après ça est plus imposé que ce que tu étais, que le taux auquel tu étais imposé quand tu travaillais. Et là, j'entends déjà des experts me dire, oui, mais tu as eu des allocations familiales supplémentaires, tu as eu des crédits d'impôt peut-être supplémentaires. Tout ça, c'est considéré dans mon calcul aussi. Et même si l'entièreté de l'allocation familiale est réinvestie et l'entièreté du retour d'impôt, j'arrive tout de même à des calculs, moi, de mon côté, pas aussi scientifiques que ceux des animateurs, mais j'arrive quand même à des calculs où on se retrouve avec un montant plus intéressant considérant le taux d'imposition à la retraite. Et là, c'est dur de dire que tous ceux qui ont des fonds de pension à haut de 100 000 comme moi devraient investir dans leur CELI au lieu du REER parce qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Le fractionnement de revenus à la retraite, je le considère dans mes calculs, mais moi, je présente à la fin aux gens, mathématiquement, le CELI semble plus intéressant. Ensuite de ça, si tu es capable de fractionner avec ton conjoint ou ta conjointe, oh, là, on rentre dans une nouvelle game. Mais si les deux, vous faites des bons salaires avec des fonds de pension, tu peux pas fractionner grand-chose là, qui va te permettre de diminuer ton taux d'imposition. Donc, c'est vraiment les deux petits enjeux que j'avais. Donc, moi, ça l'a beaucoup pas remis en question parce que je fais confiance au calcul auquel moi je suis arrivé dans ma situation. Donc, je vais continuer à prioriser le CELI. Par contre, je pense qu'il y a des choses du REER que j'ai peut-être sous-estimées, notamment le fractionnement de revenus à la retraite, puis que c'est important à considérer selon la personne avec qui vous êtes. Donc, dans mon cas, le fractionnement de revenus à la retraite pourrait être intéressant avec ma conjointe parce qu'elle n'a pas de fonds de pension. Donc, elle n'aura pas, en tout cas, à moins qu'il arrive des changements drastiques, elle n'aura potentiellement pas le même montant que moi à la retraite. Donc, assurément, je vais fractionner mon REER avec ma conjointe. Donc, ça va aider à diminuer le taux d'imposition lorsqu'on va décaisser ces montants-là. Mais autant que les auteurs disaient que les règles fiscales peuvent changer pour le supplément de revenu garanti avec le CELI, autant que les règles fiscales pourraient changer aussi pour le fractionnement de revenus à la retraite. Donc, je voulais apporter une petite nuance. Je trouvais ça intéressant de vous présenter l'autre côté de la médaille aujourd'hui. Moi, je suis un petit peu plus en faveur du CELI parce que je trouve que ça donne une belle flexibilité à la retraite de retirer les montants que tu veux quand tu veux sans imposition. Mais on voit aujourd'hui que le REER a potentiellement le dessus sur le CELI dans certains scénarios. Eux, à partir de 60 000, mais moi, je nuancerais pas mal ça. Mais quand on est à 100, 120 000, sans fonds de pension, je pense assurément également, si vous avez des enfants en plus, que le REER peut être plus intéressant. Mais si vous avez un fonds de pension, assurez-vous que votre professionnel considère ça dans son calcul parce que ça devient difficile après de décaisser de façon optimale. Donc, qu'est-ce que je retiens de tout ça finalement? Je sais que c'était peut-être un petit peu plus décousu aujourd'hui parce que j'avais peu de notes, j'avais juste des chiffres, puis ça allait un petit peu dans tous les sens, mais ce que je retiens, c'est que la décision entre REER et CELI, ça dépend vraiment d'une planification fiscale stratégique à long terme qui va intégrer les revenus, les prestations gouvernementales et vos objectifs à la retraite, mais ça dépend aussi de votre situation actuelle. Donc, dans le doute, à court terme, avant d'aller consulter votre professionnel, si vous voulez savoir dans quoi investir, je pense que le CELI est moins, bon, j'ai dangereux en tête, là,
peut avoir moins d'effets négatifs. Parce que vos erreurs à court terme vont coûter moins cher. Si, exemple, tu me dis « Hey, j'ai 50 000 à investir, je sais pas si je dois aller CELI ou REER », ben si tu vas dans le CELI et tu rencontres ton professionnel ou quelqu'un qui te fait un calcul, puis pas quelqu'un au coin de la rue, là, mais quelqu'un de semi-qualifié ou qualifié qui te fait un calcul qui a du bon sens, puis qui dit « Ben non, tu devrais investir dans le REER », ben il n'y a rien qui t'empêche de sortir 25 000 cette année, 25 000 l'année prochaine, de mettre ça dans ton REER, puis ton erreur n'aura pas été coûteuse. Si tu vas dans le REER avant de faire tes calculs, ben là, si tu le retires pour aller dans le CELI, là, tu es imposé. Fait que tu feras pas ça, mais l'erreur coûte un petit peu plus cher. Et on l'a vu tantôt, là, c'est pas une grosse erreur, là. Si tu investis, c'est déjà bien. REER, CELI, c'est des bons produits. Peu importe dans lequel tu vas. Là, on est vraiment dans le fine-tuning là, pour essayer d'optimiser davantage la fiscalité. Donc, c'est ce que je retiens. Les deux sont d'excellents produits. Dans mon cas, j'avais la tendance, là, même en haut de 90 000, quand la personne a un fonds de pension, pas sûr que le REER est plus avantageux, mais je n'ai pas Conquest Planning. Donc, je vous invite, si vous avez un professionnel, à consulter ou en payer un à l'heure si vous avez cette question-là. On peut faire le travail ensemble, mais ça va être un calcul imparfait, mais quand même qui donne une idée pour prendre votre décision. Donc, c'était pas mal ça aujourd'hui, REER versus CELI. J'ai le sentiment, maintenant que je parle à la fin de l'épisode, qu'il y a peut-être plus de questions qui émergent que de réponses là, avec tout ça, mais je trouvais ça important de vous présenter une autre perspective que ce à quoi parfois moi une autre perspective que celle que j'apporte habituellement qui vous dit que CELI est plus intéressant quand tu as un fonds de pension, même si tu fais un gros salaire. On se rend compte que dans ce cas-là, même ceux qui ont peut-être des plus petits salaires mais sans fonds de pension, le REER peut être une option envisageable. La semaine prochaine, je vous fais la synthèse. On revient à la synthèse des livres. Là, c'est celle de Frédéric Vettesi qui a été publiée en 2024. C'est la 3e édition du livre Retirement Income for Life, donc revenu de retraite pour la vie. Et ce jeudi, c'est les dernières actions qui n'ont pas passé la première étape dans mon outil d'analyse. Donc, c'est les 20 dernières actions que je vous présente ce jeudi. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.